Donc nous reprenons le cours de cette émission pour parler, comme je vous l'ai dit, de formation. En termes d'outils, nous allons réévoquer des outils que nous avons déjà évoqués, la visioconférence et la réalisation de vidéos. Pour parler de visioconférence au service de la formation, nous accueillerons en visioconférence à Paris Sylvain Gallo, qui est chargé d'études au service économie de l'ITAVI et qui est en outre responsable des dossiers informatiques et nouvelles technologies. Et nous accueillons également en plateau avec moi Najib Belguid, qui est responsable des technologies de l'information et de la communication au CFPPA de Beaune et qui représente en fait l'ensemble des établissements EPL de la Côte d'Or. Alors Najib, quels sont rapidement les types de formations dispensées par les EPL? Les types de formations disposées par les EPL à travers les centres constitutifs, c'est-à-dire les lycées, les CFA et les CFPPA. Ce sont des formations diplômantes par les voies initiales ou d'apprentissage ou continues, donc allant du CAP jusqu'au BTS. On propose aussi des formations en partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur, comme la licence professionnelle et le master. Alors, quelle a été votre motivation pour participer au projet AgriWeb Télé? C'était une nouvelle occasion pour les EPL de travailler en réseau. C'est aussi une occasion pour les différents partenaires d'acquérir des compétences et de mettre en commun des pratiques nouvelles. Et donc, à travers le projet AgriWeb Télé, vous avez pu mettre en valeur les 5 missions des EPL? Tout à fait. Donc, le projet s'inscrit dans les 5 missions des EPL, à savoir donc la formation, l'insertion professionnelle, l'animation rurale, l'expérimentation et la coopération internationale. Et donc, quel choix de support avez-vous fait pour remplir cette mission de formation? Donc, on a choisi de produire des productions vidéo, puisqu'il nous semble que la vidéo se prête bien à la réalisation de contenus à vocation didactique. La vidéo est utilisée aussi à usage comme synthèse de la connaissance après un apprentissage théorique. Nous utilisons aussi ces productions lors de portes ouvertes pour présenter des formations et des métiers. Sylvain, lorsque vous avez proposé de me parler de formation, vous avez une problématique un tout petit peu différente et donc des choix de solutions techniques différentes de celles de Najib. Oui, alors pour peut-être vous expliquer, il faut resituer un peu le contexte de notre intervention. Il y a quelques mois, l'ITAVI a été partie prenante à l'élaboration d'un programme de développement de la filière avicole en Nouvelle-Calédonie, à la demande de la direction du développement rural et d'un certain nombre de partenaires locaux. Un des axes retenus en termes de programme opérationnel, ça a été de favoriser, stimuler la formation des éleveurs, des techniciens, des acteurs de la filière sur ce territoire. Alors évidemment, la question de formation, elle se pose différemment quand on est sur un département de métropole ou quand on est sur un territoire ou un département d'outre-mer. Et assez clairement, il est apparu que la visioconférence était un des moyens de pouvoir monter rapidement, facilement et de manière opérationnelle les formations qui avaient été envisagées dans le programme de développement. Voilà, donc c'est comme ça que sur l'année 2009, 2 séances ont été programmées, donc tout récemment, hein, sur la dernière quinzaine. Donc c'est un heureux hasard du calendrier. Si notre émission là avait eu lieu il y a 3 semaines, j'aurais eu du mal à vous en parler. Mais on a eu ces deux séances de formation qui se sont déroulées ces 2 dernières semaines. En 2 mots, pour faire référence à une question que j'ai posée plutôt dans l'émission à Charles Buriel, votre visioconférence, vous l'avez fait grâce à Internet, à IP ou grâce à RNIS? Alors techniquement, c'était une visio en IP. Alors sur le plan bilan technique, sur les 2 séances, alors c'est très intéressant. On va dire qu'il sort une moyenne correcte. Mais si on regarde individuellement, chaque séance a été très très différente. La première a été d'une très très bonne qualité
Et c'est vrai qu'on nous avait un petit peu alerté sur le risque de l'IP avec des destinations lointaines, et notamment sur les départements et territoires d'outre-mer. Sur la première séance, ça n'a posé absolument aucun problème. La deuxième séance a été un peu différente, dans le sens où elle était, au final, annulée. Pourquoi? Alors pas pour des questions de protocole, IP ou RNIS. A priori, les informations que j'ai pu récupérer, parce que j'assistais pas personnellement à cette deuxième séance, c'est qu'on a buté sur des problèmes de réseau localement. Donc il y avait le technicien visioconférence qui était présent, qui avait été mobilisé pour l'occasion. Par contre, il y a eu un problème plutôt réseau et informatique, et là, il n'y avait pas de personnes ressources sur place, là-bas sur le site distant, pour intervenir. Une petite anecdote sur l'organisation de visioconférence lorsque ça se passe entre la métropole et puis un territoire d'outre-mer aussi éloigné que la Nouvelle-Calédonie. Oh, c'est pas une anecdote, c'est par contre le soin qu'il faut apporter à des aspects organisationnels. C'est tout simple et c'est tout bête, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir les horaires un peu différemment d'une visio qu'on organise ici, où on ne va pas trop se poser de questions des horaires des uns et des autres des participants. Là, effectivement, il faut caler les horaires de manière assez fine quand on est avec l'autre bout de la planète. Et clairement, nos intervenants en métropole ont démarré très tôt, les visios chez nous ont démarré vers 7 h du matin. Tandis que les participants en Nouvelle-Calédonie étaient sur un créneau 17-19 heures, donc en fin d'après-midi. Bon, ce qui permet, même dans un cas extrême comme celui-ci, où on est sur des fuseaux totalement opposés, de maintenir quand même une fenêtre de 2 à 3 heures, voire 4 heures, si les gens acceptent de se lever un petit peu tôt en métropole, pour assurer une formation. Donc c'est largement suffisant, ça permet d'organiser des séances tout à fait honorables. Alors, on oublie la deuxième session puisqu'elle n'a pas pu avoir lieu, mais par rapport à la première session, est-ce que vous avez déjà eu des retours et quels sont-ils? Oui, le bilan, c'est à la fois le bilan des participants qui suivaient la formation et puis le bilan des intervenants, parce que leur point de vue est aussi intéressant. Les avis que j'ai récupérés sur cette première édition sont vraiment très très bons à chaque fois. Il y a eu la qualité de l'image qui a été soulignée par tous les participants. Il y a le fait qu'il y a eu beaucoup de participation. Alors la formation impliquait 8 personnes en Nouvelle-Calédonie, donc c'était un petit groupe, c'était favorable à des échanges. Mais c'est vrai que la visio, des fois, peut freiner aussi les échanges entre le formateur et les personnes qui suivent la formation. Là, ça n'a pas été le cas, ça a été très vivant, très réactif, et globalement, le bilan était très positif. On parlait tout à l'heure temps, coût économisé, Frédéric Guimier nous faisait un petit bilan sur ce point-là. Je crois que dans le cas de figure qu'on a rencontré là, la question, alors c'est évident que si on cumulait le temps qu'il aurait fallu pour monter une formation avec 4 intervenants, comme ça a été le cas là, les envoyer sur place, les billets d'avion, on aurait immédiatement vu l'intérêt et l'amortissement qu'il y avait de l'investissement visio. Je crois, si vous voulez, on peut raisonner avec ce type de formation sur les TOM ou les DOM de cette manière-là, et puis on peut aussi raisonner autrement en disant, mais de toute façon, il est assez probable que si on n'avait pas eu la visio, ces formations n'auraient sans doute pas eu lieu, comme elles ont eu lieu là, ou auraient eu lieu beaucoup plus tard. Donc une des conclusions de l'organisateur de cette formation, c'était de dire on a sans doute gagné plusieurs mois, voire peut-être même plus que ça. Merci Sylvain. Je me tourne à nouveau vers Najib. Alors, là aussi, lorsque nous avons un petit peu préparé cette émission, vous m'avez dit que vous aviez un petit souci tout bête, mais qui peut prendre des proportions quand même vraiment gênantes. Vous avez un problème de mise en ligne de vos vidéos. La mise en ligne, en fait, on avait déjà travaillé sur un projet de formation ouverte à distance, et donc les problèmes qui se posaient à l'époque, c'était des problèmes d'ordre de droit d'auteur. Donc on a pu mettre en place à l'époque des procédures de gestion de ce problème lié au code de la propriété intellectuelle. Et vous avez des projets pour la suite, dès à présent? Alors, dès à présent, au début de 2010, nous allons proposer aux présélections du Festival international de Enovideo une des productions qui a été réalisée au cours de ce projet. Un autre projet qui va être réalisé par nos stagiaires dans le cadre de la coopération internationale pour la réalisation de documentation visuelle
avec une cave coopérative de Madagascar pour leurs salariés qui maîtrisent mal le langage de l'écrit. Je vous propose de terminer cette séquence par un film qui fait un petit aperçu, une petite synthèse de quelques-unes de vos réalisations dans le cadre du projet. Est-ce que vous pouvez rapidement nous énumérer les sujets des vidéos dont vous avez mis des extraits sur votre film? Donc d'abord, on va voir un extrait d'une vidéo qui a été réalisée par les stagiaires de BTS dans le cadre de leur projet Intégration et Communication. Donc ça s'appelle le Tandem d'essence, dans lequel on a impliqué une association de personnes handicapées, et donc ça tourne autour de l'handicap, la viticulture et le tourisme. Un autre extrait sur la fabrication de la production de lait de jument, également un témoignage de nos stagiaires qui a été demandé par le G8, donc des questions sur le devenir des apprentis, leur choix de formation, et une question ouverte sur le développement durable. Et on termine par un extrait d'un autre PL qui fait de l'industrie agroalimentaire, donc sur la fabrication du pain d'épices. Donc je vous propose de regarder ce film, il y en a pour à peu près 7 minutes, et de nous retrouver ensuite pour le plateau de conclusion. Vous avez les appellations communales. Là, la vigne porte le nom de la commune où sont plantées les vignes. Meursault, Puligny. Ici, nous sommes sur Chassagne. Donc les vignes en contrebas sont des Chassagnes. Après, quand on monte dans la hiérarchie, vous avez les appellations premiers crus. Et ça, on remonte en arrière, hein, on revient à l'époque cistercienne, donc au XIIe siècle. Les moines, qui étaient certainement des bons gourmets à l'époque, hein, avaient déjà repéré de façon empirique, hein, justement qu'en dégustant, des parcelles mieux situées. Et ces parcelles, ils les avaient classées tête de cuvée. Nous, on a repris ça sous le nom premier cru. Et tout au-dessus de la pyramide, on a le summum, enfin, ce sont les grands crus. Alors, sur la côte de Beaune, nous en avons 5. Donc 2 sur Pernan, Alos et Ladois. Ce sont les Cortons Charlemagne et les Cortons. Et ici, nous en avons 5. Le Montrachet, au-dessus le Chevalier Montrachet, le Bâtard qui se trouve juste derrière vous, le Bienvenu que vous aurez un tout petit peu plus loin, et le Criot Bâtard qui est là. Et au niveau étymologie, ça c'est important, le Montrachet, hein, ça veut dire le mont chauve, le mont rachitique. Et il faut vous expliquer qu'au Moyen-Âge, la Rache, c'était la teigne, la gale. Donc c'était une petite colline teigneuse, galeuse, où rien poussait. Alors pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire qui vous permettra de vous rappeler de ces 5 grands crus, hein, une façon mnémotechnique de s'en rappeler. Vous avez le Montrachet. Alors ce Montrachet, c'était un chevalier qui vivait à Puligny et qui devait certainement posséder des vignes sur Chassagne et Puligny. Et a priori, hein, ce chevalier qui était marié, il n'était pas très sérieux parce qu'il allait voir une jeune fille à Puligny et il a eu un enfant. Voilà. Et cet enfant, il est légitime, il a été appelé le Bâtard Montrachet. 3e grand cru. Ce bâtard, comme tous les enfants, quand il est venu au monde, il a crié. Ça a été le Criot Bâtard. Et comme c'était quand même pas le fils de n'importe qui, c'était le fils de Montrachet, on lui a quand même dit bienvenue. Donc vous avez les 5, le Montrachet qui était chevalier, qui a eu un enfant illégitime, le Bâtard, qui a crié et à qui on a souhaité le bienvenu. Voilà. C'est votre cru, ça? C'est votre cru? Oh, c'est local en tout cas. Pour nous souhaiter la bienvenue, on goûte lequel en premier? Cluny, leur témoignage de bornage, c'était la clé unie. Cluny, clé unie. Cluny était sous la protection directe du pape, donc de Saint-Pierre, et ils avaient pris comme référence une clé toute simple. L'acide, le sucré et le salé sont des sensations tactiles et pas des sensations olfactives. Parce que l'olfaction, c'est quelque chose qui se passe avec le nez et les molécules qu'on excite et qui repassent dans le nez en rétro-olfaction. Là, c'est vraiment uniquement le tactile et là, découvrir les différentes sensations qu'on va avoir sur la langue. Mon atelier, en fait, c'est le nez du vin. Voilà.
Et donc il a pour but de faire découvrir un peu les odeurs caractéristiques qu'on retrouve dans les vins. Oui, parce que ma fille a eu le collège. Absolument. On a un gabarit qui permet de donner la courbure à la douelle. Et dès qu'il y a du vin dedans, ça absorbe. Le vin est absorbé dans le tonneau avec du tartre. Et il y en a un peu plus subtil. Tout à l'heure, on m'a dit c'est les 3 P. Donc, poire, pamplemousse. Oui, c'est absorbé maintenant. Donc ça, ce sont des arômes qui sont spécifiques aux vins très jeunes. Il n'y a pas encore eu de long vieillissement en bouteille. Donc de la mise en bouteille jusqu'à à peu près 3, 4, 5 ans, on arrive à garder une certaine fraîcheur, un vin qui va être très fruité et on va avoir ce genre d'arôme-là. Allez, mon nom est Jean-Luc Péziot, j'ai fini ma formation au CFPPA, qui est un endroit splendide, c'est réellement du tonnerre. Je suis né à l'île Maurice, je suis en permanence en Afrique du Sud. J'ai eu 70 ans cette année-ci, je vais avoir 71 ans le mois prochain. On n'arrête jamais d'apprendre, hein. Les voyages forment la jeunesse. I would ask the world leader to continue their joint effort to protect our planet and pursue their support for agriculture, because without agriculture there would be no food for the people. La méthode de traite, il faut que le poulain soit à côté de la mère pour qu'on ait le fameux déclenchement d'hormones qui s'appelle l'ocytocine pour que la jument puisse donner son lait. Avec notre troupe de juments, nous pouvons également produire du colostrum pour dépanner certains poulains. Donc nous avons une petite banque de colostrum. Notre production également est en agriculture biologique depuis une quinzaine d'années. Donc notre lait de jument, une fois congelé, est souvent déshydraté pour servir. Alors en France, il y a 7-8 petits producteurs qui font surtout des produits cosmétiques, crème de peau, crème de jour, crème de nuit, même des shampoings. Alors que nous produisons une assez grosse quantité de lait pour les laboratoires, pour l'industrie. Le problème du lait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup de polyinsaturés dedans, ces fameuses oméga 3, oméga 6 qui sont bonnes à la santé, mais qui nous posent un gros problème de conditionnement. Donc le lait, on est obligé de le congeler pour pouvoir le transporter. Donc le lycée agricole est propriétaire d'une quinzaine de juments de race auxoise, donc une race locale de juments de trait. Cette production nous permet également de préserver la race. Alors on attend bien que le beurre soit fondu et tiède pour mettre l'œuf liquide, pour éviter la coagulation des protéines et que ça nous fasse un genre de pâte, une omelette.